Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette suite d'analyse du premier arc du manga Mushoku Tensei. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes attardés sur les premières pages du premier tome du manga Mushoku Tensei. On a déduit que ce personnage principal, non nommé, que je vais appeler l'otaku pour faire simple, donc ce personnage a été introduit pour évoquer au lecteur, en l'occurrence le public japonais, que cet otaku était ou est quelqu'un de méprisable. Là où personnellement, de mon point de vue de lecteur français, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est pathétique. Mais le premier lectorat d'un manga dont l'auteur est japonais est bien entendu le public japonais. Donc cet otaku est présenté comme accumulant tout un tas de défauts jugés très durement au regard de la société japonaise. On s'était arrêté avec l'événement de sa mort, percuté par un camion. Et nous voilà à la page suivante, il est réincarné à l'état de nourrisson. Mais en vérité, la question qu'il faut se poser maintenant, et que tous les récits qui traitent de la réincarnation sont supposés, selon moi, s'être posés et avoir résolu avant de commencer à rédiger l'histoire, la question c'est, qui est-il vraiment ? Est-ce un adulte de 34 ans aux commandes d'un nouveau corps de bébé, ici nourrisson, qui va reprendre une croissance de zéro, mais avec un individu et une personnalité parfaitement identifiée et indélébile, qui est celle de l'adulte de 34 ans. Ou bien, est-ce un adulte de 34 ans aux commandes d'un nouveau corps de bébé, mais qui va être immédiatement ou progressivement influencé par le degré d'éveil et de maturité de son nouveau corps. C'est souvent l'option qui est utilisée dans beaucoup d'isekai, car c'est celle qui permet la plus grande liberté d'écriture. C'est clairement la solution de facilité. Quand on a besoin que le personnage soit mature et particulièrement intelligent, pas de problème, c'est un individu réincarné avec toutes ses connaissances et expériences. Et quand on a besoin qu'il fasse copain-copain avec une petite fille ou un petit garçon, pas de problème, c'est aussi un enfant qui apprécie courir dans l'herbe et s'émerveiller de tout et d'un rien, et qui peut passer des heures à discuter avec des enfants de 8 ans comme s'il avait le même niveau intellectuel. Ou alors, est-ce que c'est un nouvel être ? Un enfant, un nouvel esprit, une nouvelle conscience de soi, qui doit gérer les souvenirs conservés d'une existence passée, en sachant que c'était bien nous, mais cela paraît plus ou moins lointain. De mon point de vue, il s'agit là du postulat de départ pour définir le protagoniste principal d'un isekai la plus fainéante et la moins intéressante. Parce qu'en fait, tous les éléments dépendant à la personne de la vie passée ne seront jamais utilisés. C'est par exemple l'option utilisée dans le manga H le bâtisseur de civilisation que je vous ai déjà présenté. C'était le deuxième manga que je vous ai présenté. Où on va en dire le moins possible sur la vie passée. Il ne faut surtout pas que le lecteur ou lectrice puisse se dire qu'il y a quelque chose de malsain à ce que le personnage principal soit ami et passe tout son temps à fréquenter des enfants de moins de 10 ans, alors qu'il a les souvenirs d'un adulte. Mais c'est très rare que le principe des souvenirs de la vie passée soit exploité pour permettre au personnage d'avoir des conflits internes de maturité, des questionnements sur sa propre personne et sa conscience. Et je dis très rare, pour ne pas dire systématique, parce que j'ai pas lu tous les isekai existants, et parce que 9 isekai sur 10 qui sont dans ma bibliothèque sont encore en cours de production. Donc s'ils l'ont pas abordé pour l'instant, je leur laisse le bénéfice du doute, peut-être que ça viendra plus tard. Mais pour l'instant, aucun de ceux que j'ai ne sont allés au-delà, véritablement, de l'exploitation de la simple solution de facilité. Et enfin, autre option, est-ce qu'il s'agit de deux esprits dans un même corps ? Un enfant qui fait sa vie, mais influencé plus ou moins consciemment par la personne qu'il était dans sa vie antérieure, avec à terme une absorption plus ou moins définitive de l'esprit précédent dans la personne actuelle, et avec un amenuisement des souvenirs de la vie passée qui sont de plus en plus lointains et flous. Dans Mushoku Tensei, l'auteur Rifujin Namagonote va répondre progressivement et de plus en plus spécifiquement à cette question au fur et à mesure du récit. Page 11, notre personnage principal est enfin nommé et on voit son visage en entier. Rudeus Greirat, que nous allons appeler Rudy pour toute la suite de l'analyse, ce sera juste plus simple. Le récit Isekai démarre vraiment à partir de ses 3 ans. Alors, est-ce un enfant de 3 ans ? Est-ce que c'est un adulte de 34 ans dans un corps d'enfant de 3 ans ? Est-ce que c'est un adulte de 37 ans dans un corps d'enfant de 3 ans ? Pour l'instant, a priori, tout ce que l'on voit, c'est qu'il a la personnalité d'un individu assez pervers, donc, a priori, pas la personnalité d'un enfant.
Et nous apprendrons plus tard que les hommes de la famille Greirat ont la réputation d'être particulièrement pervers et portés sur le sexe. Et nous apprendrons aussi plus tard que, en plus de cette réputation, les gens qui côtoient Rudy le trouvent vraiment très pervers. Mais comme nous allons le voir, chapitre après chapitre, le récit va d'abord nous montrer les attitudes de Rudy, puis ensuite, suivant les évolutions des dialogues, nous aurons les points de vue des autres personnages à propos de Rudy. Nous avons donc la personne de l'adulte, Otaku, qui pilote le corps d'un enfant de 3 ans. Nous sommes dans la première option parmi les questions sur la personne réincarnée que l'on a vue juste avant. Mais le récit va un peu jouer sur les perceptions et la mise en scène dans les premiers livres. Je ne sais pas à quel point c'était calculé de la part de l'auteur, Magonote, mais dans les faits, ce sont les 3 premiers livres de Mushoku Tensei qui posent vraiment problème. Mais c'est aussi durant toute cette période qu'en tant que lecteur, on est souvent amené à se demander « Attends, là, c'est Rudy ou c'est l'otaku qui parle ?» Durant ces 3 premiers tomes, nous n'avons aucune preuve certaine du fonctionnement de la personnalité de Rudy. Et ce n'est que à partir des tomes 4 à 10 qu'on va vraiment comprendre comment Rudy fonctionne dans sa tête. Alors pourquoi avoir fait les choses ainsi, laisser planer le doute? Mon explication est que, comme l'otaku d'origine ne peut pas changer de personnalité en un claquement de doigts, cela rend le récit plus accessible au lecteur de s'imaginer une espèce de situation schizophrénique dans la tête de Rudy, où un enfant est influencé par un adulte pervers de 34 ou 37 ans. Mais en vrai, allez, ça reste un enfant. Regardez comment il est bien élevé, il est tout sage. Mais, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la vidéo de présentation du manga, et c'est quelque chose que je serai amené à répéter dans la suite de cette analyse, je pense que l'auteur Rifujin Namagonote fait très attention au traitement psychologique et au développement des personnalités de ses personnages, et notamment sur Rudy. Vous me direz, a priori, Rudy est l'enjeu du manga, donc forcément, tout l'intérêt c'est de porter attention à sa personnalité. Par contre, nous verrons aussi que niveau humour, il va s'améliorer au fur et à mesure de l'histoire. Au début, ça fait grincer des dents. On va y revenir. Mais ce que je vous disais concernant Rudy, c'est que pour moi, le fait que l'auteur attende le 3e arc pour nous donner des informations concrètes sur la manière dont il fonctionne dans sa tête et au niveau de sa personnalité, et de son esprit, eh bien tout cela est calculé. Est-ce que l'otaku à l'intérieur de Rudy fait semblant d'être un enfant sage? Parce que finalement, si l'otaku ne commet pas de bêtises, de harcèlement sexuel, et n'instaure pas une ambiance toxique dans sa famille, toutes ces choses que l'on pourrait craindre que fasse une personne vile et méprisable, est-ce qu'on s'inquiète pour rien? Et que tout simplement, Rudy ne serait pas une personne malveillante. Et ainsi, si être un enfant sage revient à jouer la comédie et donc à manipuler son entourage, eh ben, est-ce que ce n'est pas une des bonnes choses à faire pour protéger la cohésion familiale? Vous allez voir, c'est un questionnement que l'on va développer sur les 2 premiers arcs du récit. Comment fonctionne la sincérité de Rudy? Est-ce qu'il prend tout ce qui l'entoure à la légère? Est-ce que pour lui tout est un jeu? Presque un jeu vidéo en fait. Comment va-t-il réagir lorsque la réalité, donc le scénario de l'histoire, va venir le bousculer? Mais nous verrons à plusieurs occasions que Rudy a beaucoup de mal à respecter ses engagements moraux, et notamment lorsqu'il s'agit de réfréner son caractère pervers. L'otaku a accumulé énormément de frustrations sociales, romantiques et sexuelles. Je ne dis pas cela comme étant une excuse, parce qu'effectivement, il ne fait aucun effort pour l'instant pour ne pas penser avec sa bite. Sauf que là, il s'agit de la bite d'un enfant de 3 ans. Mais on y reviendra. Ainsi, le récit s'attarde à juste titre sur le fait que Rudy apprécie le contact de la poitrine de sa mère, et cela a priori d'un point de vue sexuel. De plus, on constate que s'il dit papa et maman, il pense Zénith et Paul. C'est-à-dire qu'il appelle ses nouveaux parents par leur prénom. Alors attention au biais culturel. De notre point de vue français, on pourrait croire qu'il s'agit là d'une prise de distance émotionnelle évidente, alors que peut-être pas. Au Japon, il est plus fréquent dans une famille de s'appeler par les prénoms que par des expressions ou des diminutifs, comme on le fait chez nous. Tout comme en France, il serait considéré très familier, voire irrespectueux d'appeler une personne âgée que l'on ne connaît pas personnellement, grand-mère ou grand-père, on dirait madame, monsieur. Au Japon, cela se fait, même si c'est considéré comme étant familier. Donc tout ça pour dire qu'on a vraiment des variations dans les rapports de communication sociaux qui sont évidentes entre la France et le Japon, donc n'imaginons pas des choses juste sur cette information-là, alors qu'on pourrait le percevoir naturellement à la lecture.
Pour en revenir à notre scène, si Rudy est un enfant de 3 ans, l'otaku est un adulte de 37 ans. Alors 2 points à ce sujet. Le récit va attendre le 4e livre, et donc le démarrage du 3e arc, pour nous dire que Rudy, dans sa tête, calcule son âge en additionnant les âges de ses 2 vies. Donc là, actuellement, il a 3 ans, il est mort à 34 ans, donc dans sa tête, a priori, il considère qu'il a 37 ans. Mais, et c'est quelque chose qui laisse perplexe Rudy dans sa tête, il se visualise toujours avec son physique d'otaku de 34 ans, et cela même lorsqu'il sera adolescent, donc beaucoup plus tard dans sa vie, quand en fait il aura l'équivalent de 45-50 ans, eh ben il se visualisera dans sa tête toujours avec son physique de 34 ans. Donc si Rudy considère qu'il a 37 ans, alors il considère qu'il a environ 13 ou 14 ans de plus que ses parents. Comme on l'apprendra beaucoup plus tard, et notamment en lisant les petites nouvelles bonus que a ajouté l'auteur à la fin des mangas. Attention, ce ne sont pas des extraits du light novel, ce sont des chapitres que l'auteur a spécifiquement écrits en bonus pour être mis et insérés. Alors c'est ce que j'en ai compris, parce que j'ai pas lu le light novel. Mais a priori de ce que dit l'auteur, de la manière dont c'est présenté, ce sont effectivement des petites nouvelles, des petits chapitres qui ont été spécifiquement écrits par l'auteur pour être insérés à la fin du manga. Donc ce sont des choses qui sont complémentaires et qui n'étaient pas non plus présentes dans le light novel original. Donc on apprendra à la lecture de l'une de ces petites nouvelles que Zenith et Paul ont eu Rudy au tout début de leur vingtaine. Donc effectivement, à ce moment-là, dans l'histoire, ils ont 23-24 ans environ, et donc lui, avec ses 37 ans, il considère qu'il a 13 ou 14 ans de plus que ses parents. Donc effectivement, ça paraît un peu cohérent qu'il les appelle par leur prénom, et pas papa et maman, enfin, dans sa tête. Mais reconcentrons-nous sur le premier chapitre et au fait qu'on ne sait pratiquement rien de la psyché de Rudy à ce moment-là de l'histoire. C'est pourquoi, tour à tour dans mon questionnement du récit et mon analyse, je vais parfois l'appeler l'otaku quand je pense que son attitude et ou ses pensées sont directement issues de la personne qu'il était à l'origine. Et parfois je l'appellerai Rudy quand je pense que son attitude et ses pensées sont influencées par la nouvelle personne qu'il est, qu'il essaye de devenir, qu'il est amené à devenir dans cette nouvelle vie, et notamment lorsqu'il fait des efforts pour avoir un caractère différent et faire évoluer sa personnalité. Avec cette petite enjeu qui est que, il joue la comédie. Donc parfois, moi en tant que lecteur, j'ai tendance à partir du principe que le personnage est sincère, donc, je pars du principe, on sait qui joue la comédie, mais sauf qu'on peut pas en tant que lecteur être en permanence en train de remettre en question tout ce que fait et tout ce que dit Rudy. Donc, on pourrait, mais c'est déjà un effort, c'est dur, donc on se rajoute encore plus des efforts. C'est plus simple de se dire que, a priori il est bien intentionné, et a priori alors ça fait beaucoup d'a priori, mais a priori effectivement, même quand il joue la comédie, il le fait pas pour être un connard. Donc, vous verrez, il y aura dans la manière dont je vais amener les choses, parfois, il y aura un petit côté, un peu schizo, de dire parfois l'otaku, parfois Rudy. Ceci étant dit, revenons-en à notre scène. Il faut prendre en compte le caractère aigri de l'otaku et le fait qu'il qualifie son père de tas de muscles sans cervelle. Dans les faits, a priori, j'arrête pas de dire a priori, il n'a rien à reprocher à Paul Greyrat, son père. Effectivement, on est a priori, parce qu'on est dans le premier bouquin, mais on est même dans le premier chapitre. Donc on est en train de faire énormément d'extrapolation. Moi, en sachant des choses qui vont arriver par la suite, rapidement, lorsqu'on va arriver dans le 2e arc et dans le 3e arc, je arrêterai de dire a priori. Donc, par contre, on imagine... je pense qu'il a rien à reprocher à son père, Paul. Par contre, on imagine facilement que l'adolescent impopulaire et otaku qu'il a été, par le passé, devait très certainement insulter les autres élèves populaires, forts en football, de tas de muscles sans cervelle. On a vu quelques pages plus tôt, donc sa surprise et sa perplexité d'avoir justement sacrifié sa vie pour sauver celle de ceux qui lui renvoyaient cette image de réussite. Et la scène se termine par 2 informations. 1. Il s'est réincarné en conservant ses anciens souvenirs. Il ne nous dit pas s'il a conservé son esprit initial et sa personnalité, ou s'il est juste influencé par la connaissance et l'accès aux souvenirs de l'otaku. À ce moment-là, on ne sait pas si c'est un enfant avec les souvenirs d'un adulte ou si c'est un adulte dans le corps d'un enfant. 2. Rudy est déjà quotidiennement en train de s'entraîner afin de consciemment ne pas reproduire une vie similaire à la précédente, en spécifiant ne pas rester amorphe et ne pas en vouloir au monde entier. Rudy est donc conscient de son caractère aigri.
Concernant l'attrait qu'a Rudy pour la poitrine de sa mère, j'estime que cela ne veut pas dire grand-chose vis-à-vis de sa sexualité. Il a 3 ans, c'est un tout petit enfant. Physiquement, il a très certainement été nourri au sein pendant plusieurs mois, peut-être même toute sa première année. Et adulte ou non, dans le corps d'un nourrisson, il n'a pas eu le choix. Et avec la présence de la gouvernante, Lilia, on peut supposer qu'elle aussi a fait office de nourrice. Donc, il a été nourri au sein, et c'est comme ça. Je pense pas qu'il soit pougné sa petite tige de 1, 2, 3 ans et pensé avec son sgeg alors qu'il est en train d'être nourri. Hein. Ou peut-être qu'un petit peu parfois, parce que c'est un con, et que c'est Rudy, et que c'est l'otaku, enfin que c'est ce personnage-là. Mais dans les faits, quand tu manges, quoi. Alors, dans certains mangas, je pense notamment à l'Isekai, la nouvelle vie de Lily, où l'éveil émotionnel et sentient de l'état de bébé sont pris en compte. Concernant Rudy, le doute se pose. A priori, il est en pleine possession de ses moyens intellectuels et émotionnels, quel que soit son âge, et l'éveil supposé de son corps actuel. Voilà nos premières présomptions à partir des 18 premières pages de lecture du premier livre. Maintenant, nous arrivons à l'une des premières péripéties, courte, mais péripéties tout de même, la première bêtise de Rudy. Ce qui m'intéresse, c'est son processus de réflexion. En premier, j'ai besoin d'aide. A priori, il pense à Zénith ou Paul, donc ses parents, ses référents locaux. On ne panique pas, je suis capable. Rudy n'abandonne pas, pour ne pas que la situation empire. On verra plus tard dans l'histoire que l'otaku est conscient que dans sa vie passée, dès qu'il était confronté à une difficulté, il abandonnait immédiatement au lieu de persévérer. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé par ma faute. Là, on est dans la narration et les pensées à la première personne de Rudy, nous n'avons pas de raison de douter de la sincérité du personnage. Il n'y a pas la pensée de « je ne veux pas assumer la bêtise, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme excuse ?» Et cela nous est confirmé page suivante, Rudy est conscient de la bonne attitude à adopter, même si elle est difficile. On pourrait aussi projeter le fait qu'il ait 37 ans et non pas 3 ans, ce qui lui permet aussi de prendre de la distance avec l'enjeu de sa bêtise et de ne pas la dramatiser outre mesure. Oui, c'est pas la fin du monde. Hein. Quand on est gosse et qu'on fait une bêtise, on croit que c'est la fin du monde. En fait, non, c'est pas la fin du monde. La vie continue, c'est pas bien grave. Hein. Je vous propose de faire une petite pause ici. Retenons 3 informations. Les 2 premières, on les a vues précédemment, dans la vidéo précédente. Le manga positionne donc les enjeux personnels du personnage principal dès le titre et la première page en mettant l'accent sur l'engagement dans la société et la vie active d'un point de vue professionnel. Ça, on l'a vu dans la vidéo d'avant, et on a aussi vu le personnage principal est caractérisé de manière extrêmement négative au regard du peu que l'on sait du fonctionnement de la société japonaise. Je prends des précautions. Aujourd'hui, on a vu que le personnage principal est conscient de certains de ses défauts et est déjà en train d'agir pour adopter une attitude et une routine de vie différente de celle de sa vie précédente. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons notre analyse du premier arc de Mushoku Tensei avec l'arrivée du premier protagoniste féminin important de cette histoire, Roxy. Comme vous l'avez vu, on n'a couvert que très peu de pages sur ces premières vidéos. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est normal. C'est très dense, on passe beaucoup de temps à s'interroger, et puis, bien sûr qu'on va continuer à s'interroger dans les vidéos suivantes, mais on va quand même bien avancer beaucoup plus vite au fur et à mesure dans le récit, je vous le promets. Là, c'est vrai je comprends le sentiment de se dire là, on fait du surplace là, dans ces vidéos et sur des histoires. Mais c'est parce que j'essaye vraiment de poser les bases de tous les questionnements qui me paraissent importantes à aborder avant ensuite d'arriver dans la suite de l'histoire. Je vous remercie pour votre attention, et puis donc à bientôt.